Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Notre pays a commémoré le 14 juin dernier la journée mondiale du donneur de sang. Comme vous le savez sans doute, dans tous les pays, les hôpitaux disposent généralement de banques de sang qui sont alimentées par des donneurs bénévoles. Le sang ainsi recueilli est utilisé dans le traitement de patients atteints de maladies graves et de victimes d'accidents nécessitant une transfusion. Le don de sang est donc une action hautement charitable qui permet de sauver des vies humaines. Donner son sang, c'est réduire le volume de fer présent dans le corps et du coup le risque de maladies cardiovasculaires et d'infarctus. C'est également réduire le risque de diabète de type 2, celui qui est lié à la sédentarité, car l'opération augmente la résistance à l'insuline. Une personne en bonne santé peut donner du sang tous les 4 mois. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur ce plateau Dr Cheikhou Wagué, médecin-chef du service donneur au CNTS. Monsieur Wagué, bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, depuis quand on célèbre cette journée chez nous? Bonsoir. Donc, avant de commencer, je remercie la télévision de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer pour essayer d'élucider les problèmes de la transfusion à notre population. Donc, pour revenir à votre question, donc, depuis quand nous célébrons la journée mondiale du don de sang? Depuis que le centre de transfusion national de transfusion sanguine de Nouakchott, depuis qu'on l'a créé, depuis 2001 à 2002, donc les journées commémorables, comme on appelle la journée internationale du don de sang, a été commémorée toujours au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Ces derniers temps, on l'a célébré il n'y a pas moins de quelques semaines, donc le 14 juin passé, on l'a célébré au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et ça a été une occasion pour nous de promouvoir en tout cas l'esprit du don et de célébrer en même temps en félicitant les donneurs volontaires qui se sont distingués durant les années qui sont passées et qui sont les meilleurs. On les a félicités en leur donnant des attestations de félicitations du don de sang. Et c'était une journée vraiment idéale pour encore recueillir des poches auprès des donneurs qui se sont présentés et qui ont été mobilisés avec des associations qui sont associées à nous pour ce combat-là. Donc c'est ça un peu l'objectif de la célébration. Mais est-ce que les Mauritaniens sont assez conscients de l'intérêt du don de sang? Pour répondre à cette question, je ne dirais pas non, mais il y a une insuffisance en tout cas qu'on apporte à la transfusion. Du moment que les résultats que nous avons, je peux dire que si nous regardons la proportion des donneurs qui viennent, la nature des dons, on peut savoir qu'il y a des types de dons, comme nous disons, les donneurs qui sont donneurs familiaux ou des donneurs qui sont venus à l'occasion, comme on appelle, d'un événement d'une personne malade au sein de la famille, qui fait qu'ils sont en majorité, plus de 78%, ce sont ces donneurs-là qui viennent. Donc, on peut dire les motifs qui ont mobilisé l'ensemble de ces donneurs-là qui sont plus nombreux, ils sont venus dans un cadre événement, assister à un parent, à un proche qui est malade. Mais l'objectif que nous, on s'est fixé, c'est d'encourager les donneurs volontaires. Et si on regarde leur proportion par rapport aux donneurs qui sont venus par rapport à ils ont un malade, donc on voit qu'on est à 22,8% des volontaires. Donc ce qui est très faible par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Parce que si on veut encourager le don de sang dans une population, l'OMS préconise que plus de 80% des donneurs doivent venir des donneurs bénévoles. Alors que nous, on est à 22,8%. On est loin de cet objectif-là. Alors que les donneurs qui sont venus dans un cadre familial, ils sont plus nombreux. Mais hélas, pour pouvoir renverser cette tendance-là, on doit beaucoup travailler pour changer la mentalité des populations afin qu'ils adhèrent facilement à ce don-là, pour qu'on arrive à satisfaire plus facilement les malades qui en ont besoin. Est-ce que votre département, en l'occurrence le département de la santé, organise régulièrement des campagnes d'information du public sur l'importance du don du sang? Effectivement, nous faisons des campagnes, mais on peut dire que c'est des campagnes de proximité. Parce qu'on n'a pas
suffisamment de moyens de communication à une grande envergure pour toucher une large public. Donc nous avons des associations avec lesquelles ils nous accompagnent pour collecter du sang. C'est à ce niveau-là maintenant qu'ils font de la sensibilisation aux populations sur lesquelles ils ont pu atteindre à travers le réseau de communication qui puissent pousser les donneurs de venir faire des dons de sang. Donc ça dit que nous devrons peut-être encore améliorer ceci pour avoir une large communication à une large échelle qui fait que la sensibilisation de toute la population dans sa composante pour pouvoir définir les stratégies pour que les gens viennent faire du don de sang. C'est vrai, il y a des leviers sur lesquels on doit essayer de voir sur de quel levier on doit manipuler pour pouvoir ramener les gens à faire le don de sang. Donc, à partir de ces associations, c'est vrai, il faut quelque chose que nous jugeons très important, mais ce n'est pas suffisant. Donc, pour la communication, vous êtes vous-même mieux placé, que la communication est très chère. Donc, il y a des moyens qu'il faut, il y a des canaux qu'il faut mobiliser pour arriver à atteindre l'objectif dans le domaine de la communication. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en général, c'est les parents des patients et leurs amis qui donnent du sang. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez constaté un changement depuis que vous avez commencé ces campagnes de sensibilisation de proximité? Oui, si nous essayons d'analyser l'évolution, en tout cas quand même, des dons par rapport aux années, bon, déjà, à partir de 2017, nous pouvons regarder la proportion des donneurs de 2017 à 2022. En 2017, nous avons constaté quand même qu'on était à 33% de donneurs volontaires. Et en 2018, nous sommes à 33,8%. En 2019, nous sommes à 29,8%. En 2020, on est à 25,5%. En 2021, 27,6%. Et en 2022, on est à 22,8%. Donc ça, c'est la proportion des donneurs qui sont volontaires. Tout le reste des dons sont venus des proportions de donneurs qui sont des remplacements, des situations d'urgence où la famille des malades ont été mobilisés pour apporter leur soutien à des patients que nous, avec les 22%, c'est insuffisant en tout cas quand même pour répondre à ce besoin. Donc vous voyez, donc on peut dire que l'ensemble de donneurs que nous avons, la majorité vient de donneurs qui sont des donneurs familiaux, donc qui viennent du cadre familial. Donc dans ce cas-là, comme je l'ai dit, il nous faut beaucoup dialoguer avec ces donneurs-là. Il faut changer leur attitude. Le fait qu'on a assisté à un parent à une occasion qu'il était malade, on devrait se rappeler que c'est un produit sur lequel on ne peut l'avoir qu'à travers le don. Donc c'est en ce moment-là qu'il faudra que les gens adhèrent pour que les structures trouvent facilement du sang et pouvoir aussi facilement accéder à des malades qui en ont besoin. C'est ça qu'on pourra arriver à nos objectifs. Il y a de cela quelques années, les volontaires du Croissant Rouge mauritanien étaient de bons donneurs de sang. Est-ce que c'est le cas toujours aujourd'hui? Qu'en est-il? Bon, à ma présence, en tout cas au niveau de la structure, depuis 2011 que moi j'opère au niveau de la Centre national de transfusion sanguine, bon, à ma présence quand même, la Croix-Rouge n'était pas du tout vraiment visible. Bon, s'il était avant mon arrivée visible, mais jusqu'à présent quand même, il y a comment on appelle, une absence totale de la Croix-Rouge, en tout cas, sur les activités que nous menons jusqu'à présent. Et pour les encourager un peu, est-ce qu'on peut avoir une idée des avantages que peut tirer le donneur de sang? Bon, ce que je peux dire à tous les donneurs, d'abord, le don de sang, c'est un acte médical qui est mesuré. Il y a un contrôle avant de faire un don de sang. Je peux rassurer à tous nos donneurs, à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement, que donner son sang n'a aucun effet négatif sur la santé du donneur, du moment qu'avant de faire le don, vous êtes sélectionné sur des critères. Donc, quels sont justement ces critères? Ces critères de sélection-là maintenant, ceux qui sont candidats au don, ils doivent être âgés de 18 ans au maximum, pas plus de 60 ans. Donc, s'ils sont porteurs d'une maladie ou d'une autre, il y a un questionnaire sur lequel on leur donne, ou avec le sélectionneur qui leur donne des questions pour certifier en tout cas quand même que le donneur n'est pas porteur d'une maladie quelconque qui peut être aggravée par le prélèvement de sang que nous, on va faire. Donc, ce qui fait que sa sécurité est garantie,
C'est ça l'objectif même qu'on fait de la consultation avant de faire le don. C'est pour faire la lumière si le donneur est en risque pour lui-même, est-ce qu'il n'a pas un comportement aussi à risque de transmettre une maladie quelconque, non détectable par les biais des analyses que nous allons faire qui ne sont pas suffisants pour détecter, mais c'est à travers des questions que certains facteurs de risque qui peuvent être déterminés pour pouvoir rendre justice, dire que vous êtes bon pour donner ou non. Donc vous voyez que donc, avant de faire un don de sang, c'est le sélectionneur qui a le tableau de bord de contrôle sur votre sécurité et la sécurité du receveur. À terme de cet examen, il peut vous dire que vous pouvez donner sans aucune gravité, vous n'avez pas une anémie, vous n'avez pas une maladie cardiaque grave, ni rénale, ni autre n'a pas été découvert. Les prélèvements qui vont être faits, c'est 7 à 8% par kilogramme de poids. Donc il faut avoir au minimum 50 kg pour faire un don de sang. Vous êtes pesé, ceux qui ont moins de 50 kg, ils sont éliminés systématiquement. Donc les 7 millilitres et 8 millilitres par kilogramme que nous prenons, ça ne constitue pas du tout un fardeau pour le donneur. Parce qu'une personne en bonne santé, qui n'est pas animée, qui n'a pas d'autres problèmes détectés, il a suffisamment de sang, 4 à 5 litres de sang. Donc ce qu'on va enlever, 7 à 8 millilitres, ça fait 350 à 400 millilitres. Ça, ce n'est absolument rien, c'est une goutte qu'on a pris de la mer. Donc ça n'a aucun effet. Donc le donneur, il est accompagné, sa sécurité est garantie, il n'y a aucun effet. D'accord, justement, voilà. Puisque nombreux sont ceux qui disent que le donneur de sang est affaibli par cet acte, qu'il est vulnérable. Est-ce que c'est le cas, le docteur que vous êtes ce soir non, ou non? Bon, est-ce qu'il s'agit de démentir? Quand une personne qui est en bonne santé, donc on suppose que vous êtes contrôlé sur le plan physique, vous n'avez pas un handicap, en tout cas majeur, qui est détecté, qui dit que le don peut être nocif pour vous. Donc toutes les personnes qui sont contrôlées par les questionnaires, qu'il n'y a pas une identification d'un comportement à risque, parce que même les comportements aussi, ce n'est pas forcément une maladie, mais ça peut être des situations qui peuvent être défavorables pour le receveur. C'est pourquoi on est obligé de faire la part de ça. Ce n'est pas seulement qu'on se protège et qu'on s'en fout si ma protection est garantie et que le receveur aussi, on ne va pas le protéger. C'est parce que les produits sanguins aussi, ils contiennent des éléments sur lesquels on doit les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un produit chimique là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un produit infectieux là-dedans, un virus, une bactérie quelconque qui peut être nocif pour le receveur? Donc, votre garantie, c'est que vous témoignez devant le médecin que vous n'êtes pas porteur d'une maladie quelconque. Donc, d'ailleurs, c'est suffisant pour le médecin pour dire en tout cas quand même, bon, ce sujet, il n'a pas de défaillance cardiaque, il n'a pas de défaillance rénale ou autre, qui fait qu'en le prélèvement, sa santé, je ne vais pas le perturber. Donc déjà, ça, c'est un rassurement que le médecin il va se faire à travers les questions. Maintenant, les examens physiques que le médecin peut faire, il peut s'assurer que vous n'êtes pas anémié, votre tension, elle est bonne, et que vous n'êtes pas porteur d'une maladie, même chronique, même si elle est stable, qui ne peut pas être aggravée. Donc votre sécurité, de ce côté, pas de problème. Mais les prélèvements, quels sont les événements peuvent survivre dans les prélèvements? Au moment des prélèvements, il peut y avoir des événements, mais ils sont mineurs. J'ai eu du vertige, ou bien j'ai eu un malaise, ou une douleur au niveau de la piqûre. Ça, c'est des éléments mineurs. C'est minime, donc ce n'est pas quelque chose de grave. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut les corriger facilement et que le donneur il trouve sa confiance et il retourne chez lui tranquillement. Et quel est l'apport de la société civile, puisque c'est quand même son domaine, conscientiser les gens autour d'un thème aussi noble que celui-ci ou d'un acte? Est-ce que vous êtes en rapport régulièrement avec les gens de la société civile? Est-ce qu'ils font de la sensibilisation? Comment sont vos rapports, le rapport du département avec la société civile? Oui, il y a certaines associations que nous travaillons régulièrement avec eux, qui nous accompagnent. Il y a l'association, l'ONG Oumoul Moussakin, qui sont régulièrement avec nous. Chaque semaine, ils sont avec nous pour nous accompagner, pour attirer le donneur à faire ce don-là. Il y a Sauver une vie, il y a Bisma Emel, il y a SCA Toussaad, il y a beaucoup d'autres associations qui le font. Mais le gros problème, c'est la régularité. Parce que comme je vous ai dit, donc la régularité, c'est ce qui nous permet de nous approvisionner régulièrement. Parce que les produits sanguins, on ne les garde pas d'une façon très longue. Donc c'est des produits très labiles. Donc leur conservation est très limitée. Donc ce qui fait que dans quelles conditions, justement, c'est l'occasion d'en parler, dans quelles conditions ces dons de sang sont-ils conservés? Ces pochettes sont conservées?
Donc, les produits, ils sont conservés par rapport... la collecte d'abord, donc on recueille une poche avec du sang total. Le sang total, c'est le donneur qui est venu, il a été examiné, qu'il n'a pas de maladie et qui se juge en bonne santé total, et qui est apte pour faire un don. Les globules rouges, le plasma... Donc, nous recueillons une poche totale ouais. où il y a tous les composants sanguins qui sont là-dedans. Parce que c'est un liquide biologique qui est mélangé de beaucoup de choses. Donc nous, après avoir prélevé, et avec les échantillons de prélèvement pour faire des analyses, nous transmettons ces poches à un autre service pour un traitement de ces postes. Ces postes-là maintenant vont être fractionnés. Donc c'est les services de séparation qui ont des grosses machines là-bas qui sont des centrifugeuses et ils vont les séparer pour mettre des produits dans des poches hermétiquement différentes. Donc il y a des globules rouges. On peut les mettre dans une poche. Les plaquettes, on va les mettre dans une poche. Le plasma. Et le plasma, on le met dans une autre poche. Donc, un donneur, tu peux avoir donné 3 produits. Et ces 3 produits-là, maintenant, ils ont des durées de conservation qui ne sont pas les mêmes. Les conditions de... Lesquelles, par exemple? Les plaquettes, on les conserve sur un plateau oscillant à une température ambiante, mais on ne peut pas les conserver au-delà de 5 jours. Les kilos globulaires, on va les mettre dans une réfrigération de 6 à 8 degrés et on ne peut pas les conserver au-delà de 30 jours. Le plasma. Les plaquettes, les plasmas, on va les mettre à une congélation de moins 70 à moins 80 degrés. Donc, ça dit que ça, ils peuvent être conservés jusqu'à 12 mois, c'est-à-dire une année. Donc, voilà, donc, tous ces produits-là, ce sont des produits très fragiles. Leur conditionnement et de conservation ne sont pas les mêmes. Et leur indication thérapeutique aussi, c'est le médecin à le définir quel produit est bon pour tel patient par rapport à la pathologie qu'ils ont à traiter. D'accord. Et quels sont les avantages médicaux que peut tirer un donneur de sang en allant à votre centre ou dans une banque également de recueil, puisqu'il s'agit quand même... Vous n'avez pas de centre non plus à l'intérieur du pays. Bon, à l'intérieur, nous avons des banques de sang qui sont logées dans les structures sanitaires qui sont là, des hôpitaux. Des centres hospitaliers de chaque région. Il y a une banque de sang qui est logée dans ce tapis. Mais ils n'ont pas les mêmes capacités de traiter comme le Centre national de transfusion sanguine. Le Centre national de transfusion sanguine leur apporte un encadrement et un approvisionnement en réactifs et en consommables comme les poches et les analyses pour pouvoir valider des trucs. Donc ça, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui leur apporte ce soutien et les encadrer pour des stages et autres sortes de formation au niveau de ça. Donc nous, on est là pour les accompagner dans la formation. Mais dans leurs activités de collecte, ça n'encombre que les structures qui même ils sont logés là-bas. Ils peuvent collecter au niveau local, le conserver ou bien vous l'envoyez Non, donc c'est les structures qui travaillent pour... Par exemple, si vous avez une banque de sang à Néma, donc ça veut dire qu'ils vont collecter des postes de sang à Néma, et ils sont conservés dans leur réfrigérateur à Néma, destinés à des patients qui sont traités à Néma. Ah, d'accord, dans la même région. Mais pour avoir les poches et pour avoir les analyses... Si vous en avez besoin, par exemple, à Nouakchott, comment se fait le... Voilà, nous, on leur fournit tout. Les poches, eux, ils ne peuvent pas les acheter, c'est nous qui les achetons. On leur donne les poches. Les réactifs pour analyser les tests de validation pour dire que le sang n'est pas contaminé, tous les réactifs qu'il faut, c'est nous qui leur donnons aussi. S'ils ont des éléments dans lesquels ils doivent faire de la transfusion, ils sont venus chez nous pour les initier les bonnes pratiques pour faire de la transfusion. Donc vous voyez, donc ça dit que nous, on est là pour les accompagner dans l'encadrement et dans le truc là. Mais collecter les poches, les stratégies de collecte ou autre chose, encombrent à leur activité interne là-bas. D'accord. Le gros du travail, si j'ai bien compris, c'est fait au niveau du centre. Est-ce que c'est normal que pour un pays, il y ait un seul, si j'ai bien compris également, il y a un seul centre à Mauritanie? Oui, ici en Mauritanie, il n'y a qu'un seul centre qu'on appelle le Centre national de transfusion sanguine et c'est logé ici à Nouakchott, à l'hôpital Sabah, l'ancien hôpital Sabah qu'on nous appelle. Donc cet hôpital-là, maintenant, Sabah, où il y a le Centre national de transfusion sanguine, il est le seul à habiliter à faire promouvoir le don de sang en Mauritanie. Donc, comme on l'a dit, sa mission, c'est de collecter
de fractionner le sang et de le disponibiliser dans tous les hôpitaux et cliniques ici et de le donner. Donc vous voyez, le fardeau, c'est que le Centre national de transfusion sanguine, ici, il est la seule unité ici à Nouakchott qui collecte le sang et qui le distribue à tous les hôpitaux et cliniques qui existent ici à Nouakchott. Donc pour eux, il lui faut un grand approvisionnement en sang pour que là où la transfusion se fait, un besoin se crée là-bas pour pouvoir leur fournir le produit sanguin. Donc vous voyez, donc, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, il y a énormément de choses qui doivent le faire et ils doivent être accompagnés. Il faudra des partenaires pour faire de la promotion du don de sang. Faire la promotion du don de sang, donc il y a beaucoup de stratégies qu'il faut le faire. Et il faut beaucoup de moyens d'accompagnement et des stratégies pour dire que pour atteindre les objectifs, il faut beaucoup d'actions. Et ces actions-là aussi ne peuvent pas le faire juste à bras croisés ou bien avec une parole seulement. Il faudra beaucoup de choses pour que ces choses-là puissent se réaliser. D'abord, nos locaux. Nos locaux lui-même ne sont pas du tout adaptés. Ils sont situés où, justement Nos locaux, on est au niveau de l'hôpital Saba. C'est derrière l'hôpital national là-bas. On dit que c'est l'hôpital Saba. Oui. Donc, le service d'honneur n'a que 4 lits. 4 lits, sa capacité d'accueillir est trop limitée. Donc, ce qui fait que ça crée un engorgement. Quand il y aura 20, 30 donneurs ou 40 donneurs qui se trouvent là-bas déjà, le bâtiment est très exigu et donc il y a une promiscuité qui fait que c'est très difficile de travailler dans certaines conditions. D'où l'intérêt maintenant d'essayer de voir aménager des locaux vraiment plus décents qui puissent donner encore des capacités de gérer les donneurs plus aisément et ce qui peut encore être un facteur qui peut améliorer même les gens d'adhérer encore au don de sang. Donc pour cela, donc, nous avons des partenaires qui sont là en train de nous appuyer dans ce sens-là, qui est le projet TEMIUS, qui a un projet de construction d'un centre national de transfusion sanguine qui va être beaucoup plus de capacité plus à accueillir plus de donneurs parce que, comme on dit, les besoins ont augmenté et les donneurs, l'afflux de donneurs qu'ils ont là-bas avec 4 lits, c'est sûr, il y a un engorgement et ça, ce n'est pas du tout aisé. Et d'où même l'intérêt, comment un donneur qui va venir volontaire, qui a quitté peut-être très loin, il va venir, quelles sont dans les conditions, il est venu jusqu'au centre, c'est des obstacles qui font que. Donc, ce qui fait qu'il faudra désengorger ce service-là maintenant, où les donneurs sont beaucoup plus faciles à gérer et que les gens vont avoir plus de temps à donner et dans des conditions idéales. J'espère que la nouvelle ministre de votre département nous suit ce soir pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, le déficit de dons de sang est important ce soir? Le déficit de sang, on le sent chaque jour. Parce que, comme on l'a dit, les proportions de donneurs volontaires que nous avons ne nous permettent pas de répondre aux besoins immédiats qui sont exprimés chaque jour. Donc, les donneurs volontaires sont à 22%, c'est trop faible. Et que tous ceux qui sont venus étant des donneurs qui sont demandeurs, donc c'est un indicateur qui fait que c'est une forte demande. Parce que si on dit la proportion de donneurs familiaux, elle est très importante, c'est qu'il y a une demande. Parce que c'est un parent qui est malade, il en a besoin. C'est une expression. Donc, est-ce qu'on peut les satisfaire? Voilà, dans l'urgence, s'il n'y a pas de stock, il y a un frein. Et pour avoir les stocks maintenant, donc les meilleurs stocks qu'on peut avoir, qui ont donné le temps de travailler et de les distribuer, ça devait venir des proportions des donneurs qui sont volontaires. Parce que c'est le volontaire qui n'a pas d'expression de besoin. C'est lui qui va disponibiliser son sang pour que les gens qui sont malades puissent le trouver. Donc pour cela, donc, nous voulons expliquer à la population qu'adhérer à l'esprit du don volontaire est la meilleure stratégie pour répondre urgemment à toute urgence. Donc s'il y a moins de donneurs volontaires, on est toujours sous la pression. Et les postes que nous prélevons ne peuvent pas être transfusés immédiatement, ils doivent être traités. Et pour traiter, il y a un temps pour pouvoir traiter ça. Parce qu'il faut refaire des qualifications biologiques, des analyses, il faut fractionner et il faut faire des vérifications qui ne doivent pas être faites à la hâte pour s'assurer que les groupes sanguins et les trucs là, il n'y a pas de discordance entre tout. Donc ça, il y a un travail, il y a quelque chose, un délai pour ça. Et consigner tous ces résultats dans des registres pour pouvoir les distribuer à la presse, ça demande un peu de temps. Donc si on est dans les urgences, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre dans les médias. C'est pourquoi quand on a plus de donneurs volontaires, on a le temps de traiter et de stocker. Là, en ce moment-là, on peut facilement le distribuer quand le besoin est là. Cela nous amène un peu à parler des mesures et des stratégies envisagées par votre département pour
voler au secours des patients qui ont besoin de sang. Quelle est, de façon très brève, la stratégie, les mesures qui sont envisagées et immédiates pour trouver une solution à ce grand problème? Bon, on a des stratégies déjà qui ont été élaborées par la direction du Centre national de transfusion sanguine qui existent. Donc, qui dit stratégie, comme j'ai dit, il faut trouver des moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, mettre toutes ces stratégies en œuvre, comme on dit, la pro-mousquité de l'environnement, déjà, il faut la changer. Ouais. Les stratégies de communication, il faut faire de la promotion. Il faut trouver tout. Donc, il faut être à proximité du donneur parce que si tous les donneurs doivent se déplacer pour venir au centre de transfusion sanguine, quel est l'obstacle pour le donneur de quitter au premier ou de quitter au PK, etc. Combien de taxis il faut changer pour revenir? Vous voyez, tout ça, ça peut être des frais. Donc, si nous avons beaucoup de stratégies d'être beaucoup plus proche du donneur, nous, on a une stratégie de collecte mobile avec le bus que nous acquérons. Donc, on a des ressources humaines qui sont limitées, mais malgré tout ça, on arrive à faire des efforts de sortie pour aller auprès du donneur pour pouvoir essayer de l'acquérir. Mais il nous faut de la communication. Vous pouvez sortir, mais si la population n'adhère pas encore à l'idée du don, il y a toujours un frein. Malgré que vous avez fait des efforts, vous sortez, mais vous n'avez pas collecté et vous n'avez pas trouvé le résultat qu'il faut. Tout ça, c'est parce que les têtes là, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Donc, d'où, en expliquant mieux les stratégies, en regardant où il se trouve, comme on appelle, les freins, on pouvait faire de la promotion en ciblant cas par cas, essayer d'expliquer, donner son sang. Ce n'est pas dangereux pour la santé, ça permet de sauver des vies et c'est un produit qui ne peut pas être trouvé nulle part. Tu ne peux pas rentrer dans une pharmacie et te dire que j'ai trouvé une poche de sang, quels que soient les millions qui étaient dans la poche. On ne peut pas le fabriquer et on ne peut l'avoir que par le don. Et chaque don est ciblé à un malade. Donc, il y a des groupes qui sont rares et on ne peut pas les trouver. Et la rareté, c'est dans la population. Donc, si vous trouvez une poche de sang, elle est là, mais elle n'est pas destinée à ce patient. Vous ne pouvez pas le traiter. Il faut une autre personne qui va donner. Peut-être tu trouveras une poche qui peut être convenable pour lui. Donc, d'où l'intérêt maintenant que chacun peut voir. C'est une vie qui est sauvée quelque part si on donne le sang. Donc, faisons de la solidarité qui fait que chaque personne qui apporte ce qu'il a, c'est se présenter, dire que je veux être un acteur dans ce système de défense humaine-là qui est sauver des vies. Il faut défendre la vie parce que c'est ça qui fait que l'homme peut être satisfait de ce qu'il a fait. Sauver la vie, ça, c'est trop de bénéfices là-dedans, moralement. Et là, la foi, il y a tout, il y a des éléments dans lesquels donc si on a la foi aussi, on adhère à ça, qu'on sauve la vie et c'est Dieu qui nous paye. La récompense humaine, c'est quoi? Je peux donner 1 million. Est-ce que c'est suffisant? La vie, tu ne peux pas donner 1 milliard à quelqu'un pour la vie. Mais si on donne le sang, là, ça, tu as sauvé. Et ça, il n'y a pas de prix. Donc faisons un peu de tout que ta santé n'est pas menacée. En faisant un don, c'est un geste noble, c'est un geste de solidarité. Faisons-le, ça ne passe, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que dans ce cadre exactement, le département ou votre centre envoie des caravanes sillonner un peu les wilayas du pays pour conscientiser les gens sur ce problème? Bon, nous, en tant que structure CNTS, on est physiquement déjà à Nouakchott. Donc nous opérons ici à Nouakchott en tant que structure sanitaire qui a de stratégies ici que nous mettons en œuvre. Mais tout ce qui est de la transfusion ailleurs, nous, on peut former les personnels qui vont faire de la transfusion là-bas. Comment collecter, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les équipements sur lesquels il faut pour pouvoir conserver. Le centre, le CNTS peut les accompagner dans ce sens-là, leur disponibilité des réactifs, etc. Maintenant, comment collecter auprès de la population, ça n'engage que la structure qui est là-bas de s'approprier de ça et de faire l'activité pour pouvoir rentabiliser ça. Donc, ça dit que nous, on peut les superviser, voir le manquement et quel est l'encadrement qu'il faut. Là, en ce moment-là, on peut faire un plaidoyer pour dire que voilà, il y a ça, pour pouvoir améliorer leurs conditions. Est-ce que vous êtes contraint de traiter seulement avec les volontaires ou vous avez, le département a des partenaires techniques que vous pouvez solliciter, des organismes que vous pouvez interpeller? Voilà, comme vous voyez, donc si on rentre dans le cadre des partenariats pour développer la transfusion sanguine, donc si nous regardons les stratégies des pays qui sont développés dans la transfusion sanguine, on sait quand même que la transfusion sanguine ne peut pas aller
sans les moyens. Ouais. Même si on regarde des déclarations que l'OMS a faites, il y a des proportions sur lesquelles on s'attend à 1000, comment on appelle, habitants. Dans les pays qui ont des revenus forts, il y a 31,5 dons pour 1000 habitants. Ceux qui ont les revenus moyens, c'est à 16,4 dons sur 1000. Et si on regarde les gens qui sont des pays à revenus faibles, mais c'est plus faible là-bas, on est à 5 dons par 1000 habitants. Donc vous voyez que le don, il s'améliore par rapport aux pays qui ont les moyens. On ne peut pas faire de la transfusion s'il n'y a pas de moyens. Parce que tout ce que nous allons faire, il faudra le prendre d'une façon beaucoup plus millimétrée. Les réactifs, les poches, les déplacements, les personnels, les ressources humaines, les locaux, les moyens logistiques, les sites de collecte. Il y a énormément de choses qui font que tu veux toucher toute la population. Si tout le monde doit prendre un taxi pour aller à un seul lieu de collecte, c'est sûr qu'il y aura 90% qui auront des contraintes de temps ou bien de je ne sais pas quoi. Chacun aura au moins, si peut-être l'autre il a les moyens, mais il n'a pas le temps d'aller. L'autre il a la volonté d'aller, il n'a pas les moyens de partir. Donc voilà que les stratégies que nous avons, c'est d'implanter beaucoup plus de lieux de collecte. Mais ça, il faut des moyens globaux, des stratégies. Donc nous, on s'approprie une stratégie qui est bien à l'administration, qu'il faut le faire valoir là où il peut être réalisé. Donc nous, on a des stratégies qui existent bien, mais à l'heure actuelle, nous, comme on dit, on est à proximité avec des donneurs, avec les associations qui viennent. Et donc l'efficacité pour atteindre notre objectif, avec ça, ce n'est pas facile. Il nous faut même reformer un peu ces associations, leur donner encore une autre vision, parce qu'ils le font d'une manière qui n'est pas aussi la bonne. Les messages à fournir aux donneurs ou autre chose, peut-être ne sont pas tout cadrés ou bien autre chose. Donc il y a beaucoup de choses que les gens vont dire des choses qui ne sont même pas du tout. Alors que le don de sang, comme je l'ai dit, devrait être un don éthique. Donc on devrait être un volontaire, on devrait être bénévole, on ne cherche pas un profit derrière un don. Donc déjà, le donneur devrait être bien informé que sa participation, celle qui permet d'approvisionner en produits sanguins. Et ça, pour les atteindre là maintenant, c'est ça qui est beaucoup difficile, parce que les donneurs, ils ne viennent pas en masse pour faire le don de sang. Et si on se déplace aussi, il y en a qui ne répondent pas comme on le veut. Donc il y a toujours des petits leviers sur lesquels il faut toujours travailler là-dessus. La communication, communiquer, jusqu'à ce que la population comprenne pour faire des dons de sang. Justement, est-ce que parfois vous interpellez, vous associez les médias que nous sommes, pour passer vos messages? Ça sera une bonne occasion si les médias... Oui, mais c'est à vous de faire, à vous de faire. C'est vrai, donc si nous, on n'a pas de moyens... Parce que nous, on a déjà eu un problème pour avoir un deuxième invité de la société civile. Ouais. Vous avez répondu présent, ce n'était pas le cas pour l'autre partie. Est-ce que vous prenez l'initiative d'adresser des courriers à ces maisons de presse officielles, privées, pour qu'ils vous invitent régulièrement sur le plateau ou dans le radio? Et bien sûr, si nous trouvons des émissions comme ça régulièrement, pour qu'on essaie d'expliquer les problèmes qui sont là, pour que les gens puissent mieux voir encore et adhérer à cette philosophie, ça sera vraiment quelque chose à saluer. Ça va nous donner encore beaucoup plus de force. Mais ce soir, moi, je dis que la communication à elle seule ne pourra pas régler, parce que nous, on peut faire une bonne publicité aujourd'hui et toute la population nationale va tomber au niveau du Centre national de transfusion sanguine ici et qu'il y ait les locaux 4 lits. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prélever? Donc vous avez un engorgement, un embouteillage. Donc c'est que les locaux aussi ne sont pas du tout adaptés pour faire vraiment le travail que nous, le volume de travail à faire. Ça, c'est un problème. Et deux, encore, comme on l'a dit, les ressources humaines, il le faut. Si vous voulez avoir beaucoup plus de trucs, les ressources humaines aussi, quand elles ne sont pas suffisamment au niveau de synthèse, ça aussi, on ne peut pas faire beaucoup d'actions. Donc voilà, donc ce qui fait que, comme je l'ai dit, on a beaucoup de stratégies à le faire, mais il nous faut beaucoup de soutien. Du soutien dans la politique sanitaire même, notre système de santé, elle évolue. Donc la transfusion ne devrait pas être aussi négligée, elle devrait être aussi regardée. Regardez ces problèmes, essayer de le soutenir dans la démarche pour qu'elle soit bien cadrée et mieux être au niveau qu'il faut. Donc sans compter la promotion du don de sang ne peut pas se faire par moi en plaidoyer dans mon bureau ou bien des trucs que je peux faire à proximité. Mais à large spectre, pour pouvoir atteindre tout le monde, il nous faut des canaux
de sensibilisation, il nous faut des supports de sensibilisation, il nous faut beaucoup de communication. Donc, si on intègre de la société civile, si on nous faut des partenaires qui nous financent pour faire de la promotion, qui nous financent pour faire des collectes, qui nous encadrent, qui nous appuient, donc la transfusion peut aller. L'association des donneurs volontaires, des choses comme ça. Donc, il y a tous les établissements les financiers ou autres, publics ou autres choses, qui peuvent être tous déjà acteurs à faire de la mobilisation au niveau de leur personnel, etc., pour adhérer à ça. Donc, on peut faire ça, mais il faut des moyens humains, les moyens logistiques, les locaux, tout ça. Donc, ça, c'est un ensemble de choses qu'il faudra le faire pour pouvoir avoir une poche. Donc, la poche a un coût. C'est pas comme ça, la poche, on le banalise, mais il a un coût. Ouais. Justement, puisque quand vous le disiez tout à l'heure que la transfusion ne doit pas rester ou être en reste pour accompagner tous les changements et les projets qui ont vu le jour au niveau de votre département, est-ce que c'est un problème financier? Est-ce qu'il faut débloquer de l'argent aussi bien par votre département, par les partenaires, puisque c'est quand même un problème sérieux pour pouvoir acheter le sang? Ouais, le sang ne peut pas être vendu, oui. mais il faut le chercher pour pouvoir, comme on appelle, le distribuer. Et pour cela, il faut des actions. Et ces actions-là, maintenant, ne peuvent pas se réaliser sans des moyens financiers, etc. Donc, voilà. Donc, si le budget du CNTS n'est qu'un budget à participation à 100% État, donc s'il n'y a pas d'autres partenaires, il n'y a pas d'autres structures qui soutiennent, etc., et que le budget État peut ne pas être suffisant de faire, parce que si on regarde l'évolution des collectes par rapport à 2017, quand j'ai dit qu'on était à 2017, nous avons fait 17 178 dons. Et à l'heure actuelle, on est à 24 370 dons. Vous voyez qu'il y a une évolution. Tac. Donc, de 17 178 à 24 370 en 2022, il y a une évolution. Et par rapport à ce nombre de poches collectées qui doit être traité, donc toute la matière qui était là-dedans, toute l'énergie qui a été mobilisée pour avoir ces poches-là, il y a un coût. Oui. Est-ce que le budget a été efficace pour répondre à ça? Voilà la question. Donc, ce qui fait que les stratégies qu'on va mettre encore pour améliorer vont encore appeler plus de moyens. Est-ce que les mêmes moyens qui restent ici peuvent nous permettre d'aller encore plus? Voilà les questions comme ça qui font qu'on appelle à tous les volontaires, non seulement donneurs, mais à tous les partenaires financiers ou autres, politiques ou autre chose, d'assister le synthèse et de l'encadrer et de le mettre dans les meilleures conditions de travail pour que l'efficacité est là pour arriver à l'objectif. Et l'objectif, c'est que aucun patient ne devrait mourir qu'il n'a pas trouvé un produit sanguin, alors que n'importe où, il y a des humains. Mais pourquoi on n'arrive pas à le trouver? C'est parce qu'il nous faut beaucoup travailler les humains, il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir rendre le dos bout là. S'agissant de vos banques de sang, est-ce qu'elles sont implantées dans toutes les wilayas du pays ou non? Chaque wilaya, il y a une banque de sang. Donc, si on regarde les différents wilayas que nous avons ici, chaque wilaya, il y a une unité de banque qui est logée dans ce banque-là. Et actuellement, il y a le CRT, comme on appelle, de Kifa, le Centre régional de transfusion de Kifa, qui est en voie d'être réhabilité avec l'appui du gouvernement et du projet Timeyouz pour, comme on appelle, son équipement et lancer des activités pour faire promouvoir le don de sang dans cette région qui peut être un point focal de collecte et de distribution vers la région de l'Est. Kifa, Nema, Ayour, tous ces, jusqu'à Tijikja, tous peuvent bénéficier de ce centre régional de transfusion sanguine par rapport, comme on appelle, à sa capacité de collecter et de traiter le sang en produit. Comme on a dit, on peut traiter les poches, avoir un kilo globulaire, plaquettes, un plasma. Vous voyez, donc il y a cette évolution en tout cas quand même avec le partenaire Timeyouz, l'Agence française de développement qui les appuie pour l'exécution de ces activités-là. D'accord. Et à la fin de cette émission, est-ce qu'il y a un appel que vous voulez lancer à nos téléspectateurs, aux citoyens mauritaniens, dans le cadre de l'importance du don de sang? Donc l'appel que moi je tiendrais à dire et qui me tient au cœur, c'est que les gens soient sensibles au don de sang, parce que le don de sang, c'est vraiment quelque chose d'humain. C'est quelque chose vraiment qu'on devrait le faire parce qu'il est destiné à sauver des vies. La vie d'une personne
n'a pas de prix pour dire que c'est ça qu'on l'a estimé. Il n'y a pas de prix. Mais les bonnes actions, c'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye les bonnes actions. Donc faisons, comment on appelle, le don de sang pour l'esprit de solidarité. Parce qu'une famille, à elle seule, ne peut pas subvenir aux besoins d'un malade en matière de transfusion. Les transfusions sanguines, elles peuvent être à répétition pour certains malades. Un donneur, une fois que vous donnez du sang, vous êtes, comment on appelle, exclu du don pendant un délai. Et si votre malade doit vivre de sang pour lui apporter, pour que sa vie soit maintenue, au moment donné, la famille est impuissante pour ça. La rareté de groupe, elle est là. Donc le sang ne peut pas être commercialisé, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le fabriquer. Il n'y a que le don. Donc le don, on le fait et il est traité au niveau du Centre national de transfusion sanguine, il est sécurisé et il est là, gardé uniquement pour ceux qui sont malades. Elle n'est pas vendue, elle ne peut pas être vendue. C'est interdit de vendre un produit sanguin. Tout celui qui a vendu un produit sanguin, il a fait une infraction. Donc on ne peut pas vendre. Le Centre national de transfusion sanguine a mis ses garde-fous sur sa gestion. Les prescripteurs sont tenus aussi à bien gérer le sang parce que c'est un produit rare. On ne doit pas le conserver n'importe comment, dans n'importe quel genre de frigo, à n'importe quel moment. Si elle est sortie, elle est destinée à être transfusée. Si les postes ne sont pas destinés à être transfusés, ce n'est pas la peine de faire des demandes et de les conserver ailleurs. Donc la gestion du sang, c'est important. Donc ça incombe la responsabilité des prescripteurs. Le donneur doit venir faire le don de sang. Le CNTS aussi est appelé à faire des efforts, faire son travail comme il le fait toujours. C'est ça qu'on veut de la transfusion. Donc la transfusion, c'est une affaire de tout le monde. Il faut des moyens, il faut des personnes, il y a tout là-dedans. Donc les politiques, les associations, les partenaires, chacun nous apporte son mot et sa contribution pour que la transfusion soit là où on devrait l'amener. Donc merci pour avoir répondu favorablement à notre appel. Je rappelle que vous êtes docteur Cheikhou Wagué, médecin-chef du service d'honneur au CNTS. Le CNTS, pour ceux qui ne le savent pas, est le Centre national de transfusion sanguine. Vous me corrigez si ce n'est pas le cas. Oui. Merci beaucoup. Merci également à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci aux caméramans, aux gens de la régie qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et à très bientôt pour un nouveau Zoom sur. Au revoir.